week-end de Pâques. Bientôt 9h moins le quart. C'est la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On commence avec cette question. À quel âge a-t-on une conscience politique ? Oui, c'est une bonne question, Alexandre, qui se pose avec cette offensive de 33 maires qui signent une tribune dans Ouest France pour réclamer l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Nous ferons un pas décisif vers une démocratie plus respectueuse des droits de l'enfant, disent ces élus. Ce serait donc pour la démocratie avec un D majuscule, et puis ce serait aussi peut-être pour que la gauche avec un G minuscule s'en sorte mieux lors des prochaines municipales l'an prochain, parce que ces maires qui font les yeux doux à la jeunesse de France sont tous à gauche. Rennes, Lyon, Paris, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Clermont-Ferrand, j'en passe et d'autres. Les 16-18 ans représenteraient potentiellement 1 600 000 votants de plus. Mais alors ces jeunes, Olivier, sont-ils vraiment marqués à gauche ? Bon, écoutez, il faudrait demander aux sondeurs d'affiner tout cela. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le Rassemblement national gagne beaucoup de terrain chez les jeunes de plus de 20 ans. Et puis, s'il y a des jeunes qui succombent aux sirènes de la gauche, il y en a d'autres qui s'apprêtent à embrasser la foi catholique. 10 000 adultes et 7 000 adolescents vont se faire baptiser demain soir durant la veillée pascale, des chiffres en hausse de 40% par rapport à ceux de l'année dernière. Le phénomène est même suffisamment important pour que la presse de gauche daigne s'y intéresser. Alors évidemment, elle a bien sûr commencé par se gratter la tête, parce que ce n'est pas possible, c'est pas du tout dans son logiciel. Et puis, Eureka, en fait, ces jeunes convertis sont en attente de rigueur, explique-t-elle. Comprenez que ce sont évidemment des crypto-fascistes. Pour étayer leur thèse, ces journalistes ont même trouvé un prêtre qui déclare, ouvrez les guillemets, ces jeunes nous posent immédiatement des questions sur le péché, c'est nouveau et c'est très déstabilisant. Voilà, comme quoi dans la France de 2025, on peut être prêtre et être déstabilisé par l'idée même de péché. Non, plus sérieusement, ceux que le sujet intéresse vraiment se plongeront dans la croix aujourd'hui. Plutôt que de leur prêter des intentions, le journal les a interrogés scientifiquement, tous ces catéchumènes, comme on les appelle. Plus de 1000 d'entre eux ont répondu anonymement. Alors d'où viennent-ils ? Principalement d'une famille catholique non pratiquante, mais 36% sont issus de familles indifférentes ou hostiles à la religion. 11% déclarent aussi venir d'un milieu d'une autre religion. Pourquoi se convertissent-ils maintenant ? Eh bien, pas pour un besoin de rigueur, mais pour vivre une expérience spirituelle forte, déclare-t-il. Enfin, grâce à qui se sont-ils convertis ? Eh bien, c'est l'un des enseignements majeurs de cette étude, explique Céline Oyo. La transmission n'apparaît plus comme verticale, c'est-à-dire émanant de l'Église ou de leur famille, mais comme horizontale, c'est-à-dire de leurs amis. C'est dans le cercle amical que se jouent désormais les échanges relatifs à la religion. On peut donc faire le pari que la vague des convertis va continuer de s'amplifier, écrit La Croix, car ce qui est frappant à la lecture des nombreux témoignages qu'ils nous ont adressés spontanément, c'est que ces jeunes ont vraiment envie de rayonner, de contribuer par leur foi à une société meilleure. On continue à parler de jeunes, Olivier, avec cette polémique à l'université Lyon 2 qui rebondit. Oui, on se souvient qu'un professeur de géographie avait été empêché de faire cours, que des militants pro-palestiniens avaient d'abord bloqué le campus pour protester contre l'interdiction d'une soirée de rupture du jeûne, et qu'ensuite ils avaient déboulé dans un amphi au cri de « racistes, sionistes, c'est vous les terroristes ». Alors on aurait pu penser que la présidente de l'université allait soutenir son enseignant. Eh bien, pas du tout. Elle l'a dit dans une interview à un média local, la Tribune de Lyon, et le Figaro s'en fait largement l'écho ce matin. La présidente de l'université Lyon 2 attaque son enseignant, l'accusant de paroles affligeantes, complotistes et délétères pour l'université. Quant à savoir si ce prof a toujours sa place à Lyon 2, elle est loin de répondre par un oui franc et massif. C'est à lui de trouver sa place, affirme-t-elle sibylline, ce qui s'appelle soutenir un collègue avec la corde du pendu. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier ? Le choc des deux France, Alexandre. Les Échos consacrent un papier à ces boulangers qui veulent travailler le 1er mai. Par une bizarrerie administrative dont la France a le secret, les boulangers ne sont pas considérés comme essentiels. Ils ont donc interdiction de faire travailler leurs salariés, même en les payant double le 1er mai, jour où leur chiffre d'affaires peut être évidemment important. Et puis pendant que les boulangers veulent travailler, les syndicats de la SNCF, eux, veulent faire grève durant les ponts du mois de mai. Le Parisien consacre ça à une et les 2 pages suivantes à l'affaire. Dans ses colonnes, Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, explique que la SNCF ne peut pas se permettre une grève. Je rappelle, dit-il, que pour 2025, nous avons négocié une augmentation générale de 2,2%, soit plus que l'inflation.
Mais les syndicats n'en démordent pas, ils veulent leur part du gâteau. Alors, c'est vrai, la SNCF a réalisé 1,6 milliard de profit l'an dernier, mais bizarrement, tout le monde semble avoir oublié que l'État, c'est-à-dire nous tous, tous les Français, l'État a épongé la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards entre 2020 et 2022. Mais on va terminer loin de ces considérations bassement matérielles par toute autre chose. Mon cher Alexandre, on parlait du baptême tout à l'heure. Il y a un autre sacrement qui a le vent en poupe en ce moment. Mollo, Mandelson. Le mariage, évidemment, à nouveau en augmentation. 247 000 couples se sont dit oui l'année dernière. On se marie donc de plus en plus, mais pas n'importe comment, en mettant les petits plats dans les grands, nous raconte Marie-Gabrielle Graffin dans le Figaro. Sous l'influence des films et des séries, on se marie désormais à l'américaine, avec des réceptions où les amis viennent désormais du monde entier et qui peuvent durer 5 jours. Une wedding planner, elle explique au journal. Il y a encore 15 ans, c'était majoritairement les familles qui finançaient les mariages et le budget tournait autour des 6 000 €. Aujourd'hui, ces couples qui ont la trentaine passée paient eux-mêmes leurs noces avec un budget moyen de 30 000 €. Wow. Ils travaillent, c'est un budget. Ils gagnent bien leur vie, ils veulent le montrer à leur réussite et cela se voit dans chaque détail, dit cette wedding planner. D'ailleurs, certains couples prévoient même dans leur budget un content creator. Décidément. Bref, un créateur de contenu donc. Un Gugus qui va être chargé d'alimenter les réseaux sociaux en photos et films sur les tourtereaux, histoire que le reste du monde qui n'a pas été invité soit quand même au courant. Et paradoxalement, le chic le plus ultime, signale le journal, c'est d'exiger des invités que pendant toute la durée des festivités, ils rangent leur portable. Comme quoi cette génération est pleine de paradoxes. Ça y est, c'est décidé, on a choisi la date. L'homme de ma destinée a demandé ma papa. En tout cas, vous, ça pose pas de problème, Olivier Delagarde. Quoi donc ? On va vous priver d'écran, de smartphone, le temps de quoi ? 3 jours ? 3 jours, 5 jours, vous savez, pour un mariage, tout est bon. C'est rien du tout est possible. Olivier Delagarde, votre revue de presse, merci.